Nous y voilà, c'est parti pour les exercices. Et là, c'est vous qui allez avoir la grande chance de pouvoir vous exprimer. Donc tout d'abord, des spectres IR, spectre infrarouge donc. Le méthanoate de méthyle est un isomère de l'acide éthanoïque. Les spectres infrarouges de ces deux espèces chimiques sont regroupés dans le document 3 ci-dessous, ici là. Une table de données de spectroscopie infrarouge est également fournie en document 4, le voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un extrait d'un exercice de bac. Question: identifier le spectre qui appartient à l'acide éthanoïque en le justifiant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Hein, papier, crayon. C'est parti, démarrez. Je pense que vous allez y arriver jusqu'au bout sans trop de problème pour celui-ci. Hein. Je l'espère. À tout à l'heure pour la correction. Alors, l'acide éthanoïque, prenons d'abord, représentons-la. Donc éthanoïque, ça va être un CH3. Et il me faut un deuxième carbone, puisque c'est une base d'éthane. Puis éthanoïque veut dire qu'il y a un groupement carboxyle, donc c'est COOH. Voilà l'acide éthanoïque. Ok, j'espère que déjà là, c'est simple. Éthanoïque. Ok. Le méthanoate, c'est un isomère. Le méthanoate, qu'est-ce que c'est le méthanoate de méthyle? Ça veut dire que d'un côté, je vais avoir du méthyle et de l'autre côté, le méthanoate. D'accord? Alors ça va être cette fois-là un CH3, C, O, O, CH3. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, moi non, je ne le suis pas. Vous voyez, dans ce que j'ai représenté ici, la partie méthanoate, elle est ici normalement, ce n'est pas un méthanoate, c'est un éthanoate. Il y a deux carbones là, d'accord? Donc la liaison du C ici ne doit pas se faire avec un CH3, d'accord? Faites attention, donc ça ne part pas comme l'acide éthanoïque, ça ne doit pas se faire avec un CH3, ça doit se faire directement avec le H qui est là. Donc c'est un HCO OCH3. Ça, c'est un méthanoate de méthyle. D'accord? J'ai bien un seul carbone dans le groupement AT, méthanoate, de méthyle. Ok? Attention de ne pas vous tromper. Hein? Là, ça peut être porteur de plein de bizarreries après. Voilà. Donc on a représenté les molécules, c'est déjà ça. Ensuite, maintenant, pour identifier à quel spectre ça correspond, eh bien, il faut regarder ces fameux spectres et le tableau des données de spectroscopie pour voir à quoi les pics correspondent. Et s'il y a des différences, de voir à quel groupement on peut attribuer la différence. Donc, après avoir bien observé les spectres, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs différences, mais qu'une des majeures différences, c'est qu'on peut observer sur le spectre 1 qu'il y a une large bande d'absorption centrée autour de 3000 cm-1. D'accord? Il y a là un large, vous le voyez là, il est énorme comme ça, une énorme bande d'absorption qui n'est pas sur le spectre numéro 2. Hein, sur le spectre numéro 2, il n'y a qu'un petit pic fin. Eh bien, cette bande, elle correspond en fait au groupe OH, d'accord, au groupe OH d'un acide carboxylique. Comme vous pouvez le voir dans le tableau de correspondance entre les liaisons et leur nombre d'ondes. Ok? Dans l'acide carboxylique, le OH est entre 2500 et 3002. Eh bien, c'est exactement ça qu'on a hein, sur la courbe 1, mais pas sur la courbe 2. Voilà, voilà. Donc, qui est le spectre de l'acide éthanoïque? Eh bien, c'est le spectre infrarouge numéro 1. Voilà, voilà. Et ça termine déjà cet exercice. Bon, c'était simple. Hein. Allez, à bientôt pour le suivant. Au revoir. Alors, deuxième exercice. On se demande si on a de l'adrénalone ou de l'adrénaline. Donc, le spectre suivant, est-il celui de l'adrénalone ou de l'adrénaline? Voilà le spectre. Voici de nouveau le tableau qui fait la correspondance entre les différents types de liaisons et les nombres d'ondes qu'on peut observer sur un spectre, avec l'intensité et la largeur des pics éventuels. Enfin ici, comme on connaît moins, hein, je vous ai mis les formules des deux espèces,
l'adrénalone, c'est ceci, et l'adrénaline, c'est celui-là. Voilà, vous avez tout. Écoutez, c'est à vous. Bon travail. Vous êtes prêts? Allez, corrigeons ce numéro 2 alors. Donc, si on regarde bien les deux molécules, la seule différence qu'il y a entre ces formules, c'est la liaison CO. D'accord? Une liaison CO de type cétone qui est présente sur l'adrénalone. Cette liaison n'est pas sur l'adrénaline, puisque là on a un groupement COH à la place, on a un groupement hydroxyde. Donc ce groupement cétone correspond, si on regarde bien dans la table, à une raie qui se trouve à un nombre d'ondes entre 1680 et 1700. Et si je regarde le spectre, je ne vois pas cette bande. Cette bande 1680-1700, qui doit être moyenne, qui plus est, donc elle doit être bien visible, je ne la vois pas du tout sur le spectre. Donc ce spectre doit être celui de l'adrénaline. Voilà, voilà. Allez, passons au suivant. Alors, voici le troisième exercice où nous allons investiguer les fresques de Pompéi. Donc, Pompéi est une ville italienne située près de Naples, au pied du Vésuve, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est célèbre pour avoir été détruite à la suite d'une éruption du Vésuve. L'éruption créa une gaine protectrice sur le site qui provoqua l'oubli de la ville pendant 1600 ans. Redécouverte par hasard au XVIIe siècle, la ville fut ainsi retrouvée dans un état de conservation inespéré. Les fouilles effectuées à partir du XVIIIe siècle permirent d'exhumer une cité florissante, précieux témoignage de l'urbanisme et de la civilisation de l'Empire romain. Voici par exemple ici l'intérieur de la Villa des Mystères à Pompéi. Alors, lorsqu'on se rend à Pompéi, on peut admirer des fresques de l'Antiquité. Ces fresques ont un aspect ciré ou laqué. L'objectif de cette activité est de comprendre l'origine de cet aspect. Alors, question préalable. D'après les documents, qui seront là après, quels sont les produits susceptibles de donner un aspect ciré ou laqué? 2. Quels renseignements peut-on en tirer du spectre infrarouge? Synthèse argumentée. À l'aide de vos connaissances et de documents mis à votre disposition, rédigez en 30 lignes maximum un paragraphe argumenté permettant de répondre à la problématique suivante. Quel matériau peut donner l'aspect ciré ou laqué des fresques de Pompéi? Vous exposerez tous les arguments permettant de valider ou d'invalider chacune des hypothèses que vous avez retenues. Alors, les documents, les voici. Le 1, c'est la technique de la fresque dite à fresco, structure de la fresque, d'accord? La fresque est une technique particulière de peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit appelé intonaco avant qu'il ne soit sec. Le terme vient de l'italien a fresco qui signifie dans le frais. Le fait de peindre sur un endroit qui n'a pas sur un enduit, pardon. Le fait de peindre sur un enduit qui n'a pas encore séché permet au pigment de pénétrer dans la masse et donc aux couleurs de durer plus longtemps qu'une simple peinture en surface sur un substrat. Son exécution nécessite une grande habileté et se fait très rapidement entre la pose de l'enduit et son séchage complet. L'enduit contient de l'hydroxyde de calcium, CaOH2. Cette espèce est susceptible de diffuser à travers les couches supérieures jusqu'à la surface de la fresque. Document 2. Effet de l'éruption du Vésuve sur les fresques. En 79 après Jésus-Christ, l'éruption du Vésuve a provoqué la destruction de la ville de Pompéi. Les fresques présentes sur certains murs de la ville ont été retrouvées quasiment intactes après cette catastrophe. On a remarqué que sur certaines peintures, l'ocre jaune a été transformé en ocre rouge. Cette transformation se produit seulement entre 300 degrés Celsius et 600 degrés Celsius. Les fresques de Pompéi ont conservé le même aspect ciré malgré l'éruption. Document 3. Caractéristique de la cire d'abeille. La peinture à la cire ou peinture à l'encaustique est une technique de peinture utilisant la cire d'abeille comme liant. Elle confère aux œuvres ayant peinture un aspect ciré. L'utilisation de la peinture à la cire remonte, pour ce que nous en savons, au portrait de Fayoum, daté du 1er au 5e siècle en Égypte. Ces œuvres
et des peintures intactes sur des sarcophages prouvent par leur persistance la résistance de ce type de travail au temps. Caractéristiques de cette cire. Composition. La cire d'abeille contient principalement des esters. Température de fusion, entre 60 degrés Celsius et 65 degrés Celsius. Solubilité, la cire est insoluble dans l'eau. Indice de réfraction, n égale 1,49. Bon. On continue ici avec deux autres documents qui nous donnent une table des données pour la spectroscopie infrarouge et un spectre infrarouge d'un échantillon de la fresque préalablement réalisé au XXIe siècle. Afin de ne pas détériorer en profondeur les fresques, l'échantillon analysé correspond aux couches superficielles et prend donc en compte uniquement les couches picturales, colorants divers, pigments, liants, et la couche d'aspect laqué. Document 6, enfin, c'est le dernier. Caractéristiques du calcin. On appelle calcin le carbonate de calcium de formule CaCO3. Sa formation résulte de la réaction entre le dioxyde de carbone gazeux et l'hydroxyde de calcium, CaOH2, solide selon l'équation de la réaction. CaOH2 plus CO2 donne CaCO3 plus H2O. Le dépôt d'une couche de calcin sur une surface lui donne un aspect ciré. Voilà. Eh bien, c'était une lecture un peu longue, mais néanmoins nécessaire pour avoir tous les éléments en notre possession pour pouvoir maintenant rédiger la réponse à la question. Pour rappel, cette question c'est: quel matériau peut donner l'aspect ciré ou laqué des fresques de Pompéi? Eh bien, c'est à vous. Allez, courage au travail. On se voit tout de suite après pour la solution. Alors, allons-y pour cette correction et d'abord les questions préalables. Donc, d'après les documents, quels sont les produits susceptibles de donner un aspect ciré ou laqué? Eh bien, la cire d'abeille ou le calcin CaCO3 sont les produits susceptibles de donner un aspect ciré ou laqué. On l'a vu ici pour le calcin et là plus haut pour l'autre. Ok? Voilà déjà ça. Quel renseignement peut-on tirer du spectre infrarouge? Alors le spectre infrarouge, il est là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de borne d'absorption correspondant à la fonction Ester. D'accord? Alors, fonction Ester, elle est là. Donc on s'attend à un pic au niveau de 1700-1740. Et si on regarde là au niveau de 1700-1740, d'accord? 1500, 1600, 1700, 1740 devrait être là, on ne voit rien. Il n'y a pas de bande d'absorption correspondant à la fonction Ester, donc ce n'est pas la cire d'abeille qui est responsable de l'aspect ciré. Bon, voilà déjà deux gros arguments de données. D'accord? Alors, allons-y pour la synthèse argumentée. Quel matériau peut donc donner l'aspect ciré ou laqué des fresques de Pompéi? Alors, l'hypothèse cire d'abeille a trois arguments en sa défaveur. L'absence de la bande d'absorption de la fonction Ester dans le spectre dont on vient de parler. Les peintures ont été soumises à des températures au minimum égales à 300 degrés Celsius, c'est dans le document 2, d'accord, pour rappeler, là-bas. Ce qui aurait fait fondre la cire d'abeille, puisque la température de fusion elle est entre 60 et 65 degrés. Donc ce n'est pas vraiment possible pour la cire d'abeille. Et puis enfin, le début de l'utilisation de la technique utilisant la cire d'abeille correspond à la fin de l'existence de Pompéi. De plus, cette technique est apparue en Égypte. On en parle ici. Il est donc peu probable, quoique pas impossible, que cette technique ait été utilisée à Pompéi. Dans ce cas, seules les fresques les plus récentes en auraient bénéficié, car Pompéi existait depuis 7 siècles avant de se faire ensevelir. Donc la majorité de ces fresques ont été réalisées avant l'invention de la technique utilisant la cire d'abeille. Donc tout ça nous dit qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas la cire d'abeille. Donc il nous reste l'hypothèse calcin. Et là on a un élément, un argument en sa faveur. Le calcin est le produit de la réaction entre le CaOH2, qui est là, d'accord, présent dans l'enduit, et pouvant diffuser à travers les couches supérieures. On avait ça indiqué ici dans le document 1.
D'accord? Voilà, ici, là. D'accord? Donc, le produit de la réaction entre le CaOH2, qui est présent dans l'enduit pouvant diffuser à travers les couches supérieures, pardon, et le CO2 présent dans l'air. Les deux réactifs se trouvaient donc en présence de manière naturelle et pouvaient donc donner cet aspect ciré ou laqué. Voilà, eh bien, écoutez, on a donné ici un argumentaire complet. J'espère que c'est clair pour vous et je vous attends dans le prochain exercice. À très bientôt, au revoir. Voilà, nous sommes déjà au niveau du quatrième exercice où nous allons interpréter un spectre RMN. Donc on demande d'interpréter le spectre RMN de la 3-chlorobutane de zone dont la formule est donnée ici. La formule est là, le spectre est là, et on demande de l'interpréter. Facile, c'est à vous de jouer. Allez, à bientôt. Allons-y pour la solution. Donc je vous ai réécrit ici la molécule de 3-chlorobutane de zone. Voilà. Alors, nombre de signaux. On voit que nous avons 3 signaux dans le spectre RMN, sans compter le signal de référence. Et ces 3 signaux sont logiques puisque nous trouvons 3 groupes d'hydrogène équivalents. Nous avons un groupe ici, un groupe là et un groupe là. Donc il y a bien 3 groupes d'hydrogène représentés là aussi. Alors, la multiplicité des signaux que l'on voit dans le spectre RMN. On voit que le signal proche de 4 ppm est un... Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a 1, 2, 3, 4. C'est un quadruplé. Ce quadruplé, blablabla, correspond donc à un groupe d'hydrogène qui doit avoir 3 voisins. D'accord? Donc le seul qui puisse avoir 3 voisins là-dedans, c'est le groupement CH qui est là. Donc ce groupement CH1, on va l'appeler, qui est situé à 4 ppm, est un quadruplé parce qu'il a 3 hydrogènes équivalents sur le carbone voisin. Voilà. Alors le signal proche de 2 ppm, lui, qu'est-ce qu'il nous montre? Le signal proche de 2 ppm, c'est un singulé. C'est un singulé. Ce qui veut dire que c'est un groupe d'hydrogène n'ayant aucun voisin ou isolé. D'accord. Donc celui qui n'a aucun voisin ou qui est isolé là-dedans, celui qui a plutôt aucun voisin, c'est celui-là. C'est le groupement CH3 qui est ici. Donc on va l'appeler numéro 2. Donc le numéro 2, c'est ce groupement CH3. Là on a un CH, on a le CH3. Et puis enfin, on a le signal entre 1 et 2 ppm qui correspond, lui, à un doublé. D'accord? Donc si c'est un doublé, il doit être voisin d'un carbone qui a un hydrogène. Ok? Et donc ça va être ce groupement CH3 ici, qui est là sur la gauche. Ce sera le troisième. Voilà. Donc c'est l'autre CH3. Voilà comment on peut interpréter les différents. Alors, ça, c'est ce que nous disent les multiplicités des signaux. Vous voyez déjà beaucoup de renseignements à partir de ça. Après, qu'en est-il de la position des signaux? Donc le H du CH, là, le numéro 1, est proche d'un chlore. D'accord? Et d'un carbone ayant une double liaison. Donc son déplacement chimique est assez important. Ok? C'est pour ça qu'il est à 4 ppm de la référence. Il est par contre difficile de prévoir quel est le groupe d'H qui aura le déplacement chimique le plus important entre le numéro 2 et le numéro 3. Ok? Car ils sont tous les deux voisins d'un carbone lié à un élément électronégatif. Ok, donc seulement leur multiplicité permet de les reconnaître. Enfin, la courbe d'intégration, si on regarde la courbe d'intégration, le premier palier est 3 fois plus petit que les deux autres. Ok? C'est donc qu'il doit correspondre effectivement à un H unique, qui était le groupement 1, tandis que les autres signaux correspondent à des groupements CH3 qui comportent 3 protons. Voilà, et donc les recoupements sont faits,
Et on a bien effectivement que les groupants peuvent être attribués comme indiqué ci-dessus. Voilà, ça finit cet exercice. À bientôt pour le prochain, au revoir. Alors voici l'exercice numéro 5 sur l'acide lactique et la médecine animale. Donc la formule semi-développée de l'acide lactique est la suivante. C'est celle-ci. Alors étude de la molécule. Donnez la formule topologique de cet acide. 2. Entourer sur la représentation précédente les groupes caractéristiques présents dans la molécule et les nommer. Justifier la chiralité de la molécule d'acide lactique et représenter ses stéréoisomères. Préciser le type de stéréoisomérie. Enfin, l'analyse spectroscopique. Parmi les spectres infrarouges proposés dans le document 1 ci-après, choisir en justifiant celui correspondant à l'acide lactique. Et 2. Prévoir en justifiant la réponse le nombre de signaux présents dans le spectre RMN de l'acide lactique ainsi que leur multiplicité. Données, voici quelques bandes d'absorption en spectroscopie infrarouge. Voilà. OK. Et les spectres dont on vous parle sont donnés juste après, donc les voici. Hop. On a le spectre infrarouge numéro 1, le spectre infrarouge numéro 2. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à répondre à la question, enfin aux questions. Je vous repositionne dessus. Voilà, pour répondre, vous pourrez voyager entre ces deux pages. Allez, à tout de suite. Travaillez bien. C'est parti pour la correction. Donc, la formule topologique et les groupes caractéristiques de cet acide lactique. Donc, question 1.1.1 pour l'exercice 5. Alors, la formule topologique, ça va être la suivante. Hop, hop, hop. D'accord. Avec une double liaison et avec un groupement ici OH. Voilà, double liaison O, OH, OH. Voilà ce que j'ai. Oui, je n'ai rien oublié, je vais vérifier. La formule topologique, c'est donc ça. 1, 1, 2, qu'est-ce qu'on nous veut en 1, 1, 2? On nous veut un tout petit peu plus. On veut entourer les groupes caractéristiques et les nommer. Alors, on a un groupe caractéristique ici qui est bien connu, c'est un COH, d'accord? Un COH, c'est un groupe carboxyle. Carboxyle. Voilà. Et nous avons enfin un groupement OH tout seul, qui lui est un groupe hydroxyle. Voilà, voilà. 1, 1, 1, 2 sont faits. 1, 3. Justifier la chiralité de la molécule d'acide lactique et représenter ses stéréoisomères. Préciser le type de stéréoisomérie. Alors, si on regarde bien la molécule, d'accord, il y a un carbone qui est chiral, qui est celui-ci. Je mets une petite étoile, d'accord. Il est bien relié d'un côté à un CH3, de l'autre côté à un OH, d'accord. Il fait une troisième liaison avec un hydrogène, et la quatrième liaison avec un COH, donc il a une configuration tétraédrique avec 4 groupements différents. Ok? Donc il est lié à 4 groupements différents sous une géométrie tétraédrique, il est donc asymétrique, et c'est le seul de la molécule. Donc, puisque c'est le seul carbone asymétrique de la molécule est chirale. Et elle possède 2 énantiomères, donc je vous les représente maintenant. On a un carbone avec un H qu'on va mettre en frontal, donc en avant par rapport au plan de l'écran, ici. On va voir un OH en dessous. Et enfin, dans le plan de la feuille, on a un COH, qui est le groupement carboxyle, et un CH3. Donc voilà la représentation de crame d'un des isomères. Alors, pour l'autre, eh bien, on va garder le COH comme ça. D'accord? Ce qu'on aura maintenant, par contre, c'est le CH3 à gauche et le H qui reste ici au-dessus, et c'est pour ça que la configuration du carbone change, d'accord? Tandis que le OH reste en dessous. Voilà, donc voilà les deux configurations des molécules. Alors, quel type de
Quel type de stéréoisomères sont-ils? Eh bien, ce sont deux stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Si je regarde l'un par rapport à l'autre ici, par rapport à ce plan, d'accord, et je vois qu'ils sont images l'un de l'autre. Donc ce sont des énantiomères. Voilà, voilà. Et donc ça termine la première partie, qui est l'étude de la molécule d'acide lactique en tant que telle. On va regarder l'analyse spectroscopique maintenant. Donc, question 1, 2, 1. Question 1, 2, 1. Parmi les spectres infrarouges proposés sur le document 1, choisir en justifiant celui qui correspond à l'acide lactique. Eh bien, on voit en particulier qu'à cet acide lactique, il y a un groupement OH, d'accord, qui est lié à l'acide carboxylique. D'accord? Ce groupement OH doit se manifester entre 2500 et 3200. Eh bien, si je regarde les spectres IR proposés, il y a le 1 et le 2, cette bande est bien là, est bien manifeste sur le spectre infrarouge numéro 1 et est absent du spectre infrarouge numéro 2. D'accord? Donc, sur le spectre numéro 2, il n'y a aucune bande correspondant au groupement hydroxyle de la fonction carboxyle. C'est donc le spectre numéro 1 qui va représenter l'acide lactique. Voilà, voilà. Alors, pour l'autre question, qu'est-ce qu'on nous veut? On nous demande de prévoir, donc je réponds d'abord, excusez-moi, je réponds d'abord ici, donc c'est le spectre infrarouge numéro 1. D'accord? Parce qu'il possède bien, d'accord, le groupement hydroxyde du COOH. 1, 2, 2, hop, j'y reviens alors. Donc, prévoir en justifiant la réponse le nombre de signaux présents dans le spectre RMN de l'acide lactique ainsi que leur multiplicité. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Si je regarde bien la formule de cet acide lactique, je le représente entièrement de nouveau. Donc j'ai un CH3, CH, OH, COOH. Voilà. Ok. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 types de protons équivalents. Il y aura donc a priori 4 signaux. Alors, il y a les deux signaux des deux hydrogènes portés par les oxygènes, qui seront des singulés, car ils sont portés par des oxygènes, ok, donc ils sont isolés. Donc ces deux-là seront deux signaux isolés. Voilà. Alors ils ne sont pas exactement pareils, ils ne seront pas exactement au même endroit, parce que l'atome de carbone sur lequel ils sont fixés, d'accord, dans un cas, il est relié par une double liaison à un oxygène, d'accord, donc ceci va déplacer le groupement OH un peu plus que l'autre, qui est lié à un carbone qui est nettement moins attaché à des éléments électronégatifs ou comportant des doubles liaisons. Ok. Alors, on a enfin le signal qui est dû, donc ici, ces deux signaux qui sont reliés au OH seront des singulés. Qu'ai-je d'autre? J'ai le signal qui est dû à l'hydrogène porté par le carbone asymétrique, sera un quadruplé, d'accord? Car le carbone voisin de celui auquel est accroché cet hydrogène possède 3 hydrogènes, ok? Donc j'aurai un quadruplé qui va apparaître. Donc le groupement CH, lui, va faire apparaître un quadruplé. Enfin, j'ai le signal dû au CH3, lui, qui va être un simple doublé, d'accord, puisqu'il est juste à côté, ce CH3, d'un carbone auquel est rattaché un hydrogène, à cause donc de l'unique hydrogène porté par le carbone asymétrique voisin. Donc voilà ce que j'aurai, ok? 4 signaux, donc 2 OH qui correspondent à 2 singulés, donc 2 signaux parce qu'ils ne seront pas déplacés de la même quantité comme je l'ai indiqué plus haut, un CH qui sera indiqué par un quadruplé, et un CH3 qui sera indiqué par un doublé. Voilà, et ça termine donc cet exercice 5 qui n'était pas très compliqué non plus. Ok? Allez, on se voit sur le 6. À très bientôt. Alors, ce 6e exercice porte sur les dangers de l'alcool. Donc là, je vais vous laisser le lire par vous-même, d'accord?
Donc c'est aussi une partie d'un exercice de type bac. Comme d'habitude, il faut lire le document rapidement, mais pour savoir où trouver les informations. Et puis vous aurez la série de questions. Donc voilà. Voici un petit peu de blabla. Puis un spectre ici, infrarouge, donc de la spectroscopie. Ensuite, un autre spectre. D'accord? Spectroscopie infrarouge en phase liquide, spectre IR2. Vous avez ici un petit document qui vous indique les liaisons et les nombres d'ondes qui correspondent. Enfin, si plus bas, vous avez un autre spectre, mais cette fois-ci qui est un spectre de RMN. Et enfin, vous avez les questions ici sur la dernière page. OK? Donc voilà, c'est à vous. Vous n'avez qu'à patrouiller entre ces trois pages en allant et en venant dans la vidéo. Et dès que vous avez fini, eh bien, vous remettez en route pour venir suivre la correction avec moi. À tout à l'heure, bon travail, courage. Il n'est pas très compliqué. Résolvons donc cet exercice. Les dangers de l'alcool. 1-1. Donc 1-1-1, on nous dit, le document 1 évoque les molécules d'éthanol et d'éthanal. Représenter en formule semi-développée ces deux molécules et encadrer leurs fonctions caractéristiques. Alors, l'éthanol, c'est du CH3, CH2OH. Fonction caractéristique, la voilà, d'accord. C'est une fonction alcool. Voilà l'éthanol. Alors pour l'éthanal, l'éthanal c'est un aldéhyde. Donc je vais avoir du CH3, COH. Voilà, avec ce groupement spécifique pour l'éthanal. Ok, un groupement cétone essentiellement, CO, plus une liaison avec le H. Donc ça c'est l'éthanal. Voilà. Donc, quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanol? À quelle famille appartient cette molécule? Bon, mais pour un 2, on pourra donc dire que le groupement entouré, c'est un groupe hydroxyle. Groupe hydroxyle. Ok. Fonction alcool, donc c'est de la famille des alcools. Ok. Question 1.3 alors. Quel est le nom du groupe fonctionnel porté par l'éthanol? À quelle famille appartient cette molécule? Donc cette fois-là, on a ce qu'on appelle un groupement carbonyle. On va l'appeler groupe, tout simplement. Groupe carbonyle. D'accord? C'est donc la famille des aldéhydes. Je l'avais déjà dit, mais bon, comme ça c'est écrit. Voilà. Alors, on passe au 1.4 alors. En utilisant les données spectroscopiques du document 2, associez chaque spectre infrarouge à la molécule correspondant en justifiant. Eh bien, en faisant une inspection des spectres 1 et 2, je vois que le spectre numéro 2 absorbe entre 3200 et 3600 cm-1, qui est la bonne caractéristique du groupement OH. C'est donc le spectre de l'éthanol. Ok? Donc le spectre numéro 2 est le spectre de l'éthanol, et le spectre numéro 1 est celui de l'éthanal. Voilà, voilà. C'était pas trop compliqué jusque là. Ça, c'est le 1.4. Donc, spectre 1, spectre 2. Spectre 1, c'est donc l'éthanal. Spectre 2, l'éthanol. Question suivante. Le document 3 présente le spectre RMN de l'éthanol. En utilisant la courbe d'intégration, calculez les rapports H1 sur H2 et H3 sur H2. Alors, vous pouvez mesurer sur l'écran, mais ça se voit quand même à l'œil nu également. Donc, si je regarde la hauteur 1 divisée par la hauteur 2, ben, je trouve 3. D'accord, 3 fois plus importante. Et si je compare H3 et H2, je trouve plutôt un rapport de 2. D'accord? Ok, donc ça voudrait dire que
sur le groupement qui est représenté avec H1, il y a 3 fois plus de protons que dans H2, et dans H3, il y a 2 fois plus de protons que dans H2, très simplement. Alors, la question suivante. Utilisez les rapports calculés pour associer aux 3 massifs du spectre les groupes de protons équivalents de l'éthanol. Alors, allons-y. Donc, c'est la question 1,6. Il y a donc 3 groupes de protons équivalents dans cette molécule. Il y a CH3, qui a 3 protons. D'accord? Il y a CH2, qui a 2 protons. Et il y a CH, qui a 1 proton. Pardon, pas CH, c'est OH. C'est le groupement OH de l'éthanol. Voilà. Donc, le massif correspondant à H3, c'est bien sûr CH2. Le massif correspondant à H2, c'est OH, parce qu'un H attaché à un oxygène est un hydrogène isolé, d'accord? Donc c'est un proton isolé, il sera toujours représenté par un singulier. Et le massif correspondant à H1, ce sera CH3. Voilà, voilà. Alors on arrive dans la question finale. Le massif de pic situé au déplacement chimique à 25 ppm se présente sous la forme d'un triplet. En utilisant la règle des n plus 1 uplet, justifiez cette multiplicité en évoquant le nombre d'atomes d'hydrogène voisins. Eh bien, que peut-on dire là? Donc le groupement voisin de CH3, c'est CH2, d'accord, qui possède 2 hydrogènes et entraîne donc la présence d'un triplet, 2 plus 1, pour le massif correspondant à CH3. Voilà. Eh bien, avec ça, on a tout dit. Ok? Ça termine cet exercice et on se voit donc pour le prochain dès que vous vous en sentez capable. Vous pouvez faire une petite pause si vous en avez besoin. A tout de suite. Alors, nous voici arrivés à l'exercice 7 qui concerne la molécule d'ibuprofène. L'ibuprofène est une molécule de formule brute C13H18O2 qui est représentée ici en formule semi-développée. Son nom en nomenclature officielle est de l'acide 2,4-isobutylphénylpropanoïque. De par ses propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques, elle constitue le principe actif de divers médicaments. Cet exercice comporte 3 parties indépendantes conduisant à étudier la structure de la molécule d'ibuprofène, sa synthèse dans le cadre de la chimie verte et le dosage d'un médicament. Alors on a fait les autres parties déjà précédemment, donc on va faire la partie 1 en fait essentiellement. Alors la molécule d'ibuprofène. 1.1. Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène, de la figure 1 de l'annexe à joindre avec la copie, entourez le groupe caractéristique associé à la fonction acide carboxylique. 1.2. La molécule d'ibuprofène est chirale. Sous question 1, expliquez la cause de cette chiralité en la nommant et en la repérant sur la figure 2 de l'annexe. 2. Cette chiralité entraîne l'existence de 2 énantiomères de l'ibuprofène. Comment reconnaître si des molécules sont énantiomères? Aucun schéma n'est attendu. 1, 2, 3. Sur la figure 3 d'annexe, la représentation de crame de l'un des 2 énantiomères de l'ibuprofène est fournie, mais elle est inachevée. Complétez cette représentation et schématisez le 2e énantiomère. 1.3. Diverses techniques d'analyse ont permis de connaître la structure de la molécule d'ibuprofène. Les spectroscopies infrarouges et de RMN, résonance magnétique nucléaire, en sont 2 exemples. Document 1. Il vous montre le spectre infrarouge de l'ibuprofène, donc c'est la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Le document 2 vous donne des bandes typiques d'absorption infrarouge et quelques types de liaisons chimiques qui sont associées. Voilà. Le document 3 ici vous donne le spectre RMN de l'ibuprofène. L'aire du doublet A est environ 6 fois supérieure à l'aire du singulier G, c'est-à-dire que le saut de la courbe d'intégration est 6 fois plus grand pour A que pour G. Document 4. Voici des déplacements chimiques en ppm, partie par million. Déplacement chimique de
de certaines liaisons associées au groupement qui sont indiquées. Et les questions sont les suivantes. 1.3.1, donner l'origine des bandes d'absorption 1 et 2 du spectre infrarouge, IR, document 1, en exploitant les données du document 2. 1.3.2, sur la formule semi-développée de l'ibuprofène de la figure 4 de l'annexe, entourez le ou les atomes d'hydrogène associés au signal G du spectre RMN, justifiez votre réponse à l'aide du document 4. Le signal G est un signal singulier, expliquez pourquoi. Question 4. Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène de la figure 5 de l'annexe, entourez le ou les atomes d'hydrogène associés au signal du spectre RMN. Justifiez votre réponse. Enfin, 1.3.5, le signal A est un doublé. Justifiez cette multiplicité. Voilà. Ça va? C'est clair? Oui, bon, je pense que c'est clair. Hein? Allez, on y va alors. Vous prenez papier, crayon, vous arrêtez la vidéo, vous vous lancez. Et à tout à l'heure pour une solution ensemble. Au revoir. Alors, c'est parti pour la réponse. Donc, le groupe caractéristique associé à la fonction acide carboxylique, c'est celui-ci, bien sûr, COOH. Voilà le groupe qui correspond à la fonction carboxylique. Très bien. 1.2. La molécule d'ibuprofène est chirale. Expliquez la cause de cette chiralité en la nommant et en la repérant sur la figure 2 d'annexe. Alors, la molécule d'ibuprofène possède un seul carbone asymétrique. On est donc sûr qu'elle est chirale. Quel est ce carbone asymétrique? Eh bien, c'est celui-ci ici. Ok? En cet endroit, on a effectivement les 4 liaisons que fait le carbone avec les groupements voisins, sont avec un groupement carboxyle, ici avec un groupement méthyle. La 3e liaison se fait avec l'hydrogène là, et la 4e liaison se fait avec le reste de la molécule qui se trouve à gauche. Donc on a un seul carbone asymétrique et donc une molécule chirale. 1.2.2. Cette chiralité entraîne l'existence de 2 énantiomères de l'ibuprofène. Comment reconnaître si des molécules sont énantiomères? On n'attend pas de schéma là. Alors, 2 molécules sont énantiomères si elles ne sont pas superposables et qu'elles sont le reflet l'une de l'autre dans un miroir. D'accord? Donc, elles sont le reflet l'une de l'autre dans un miroir, mais elles ne sont pas superposables. Voilà. Quand on a ça, eh bien, on a des molécules énantiomères. On continue alors avec le point 1, 2, 3. Sur la figure 3 d'annexe, la représentation de Cram d'un des 2 énantiomères de l'ibuprofène est fournie, mais elle n'est pas achevée. Complétez cette représentation et schématisez le 2e énantiomère. Donc, qu'a-t-on là? On a représenté ici une liaison avec le gros groupe qui est à gauche, C6H4, CH2, CH3 deux fois. Voilà, le carbone central est lié à ça. Puis en avant-plan, j'ai un groupement CH3. Ok? Eh bien, ce qu'il nous reste à placer, c'est un groupement COH qui est dans le plan. Et un groupement H qui est ici en arrière-plan. Par rapport à la feuille ou par rapport à l'écran. Donc, quel va être le 2e énantiomère? Le 2e énantiomère va être celui que l'on trouve ici en regardant ce qui se passe dans un miroir et qui ne va pas être superposable. Donc, ça va être le groupement carbone relié pareillement au C6H4, CH2, CH, CH3 deux fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir, puisque la molécule n'est pas superposable? De ce côté-ci, je vais avoir en avant-plan non plus le CH3, mais un groupement H,
Et donc, derrière, je vais avoir le groupement CH3. Et dans le plan, ici, de l'autre côté, ma gauche, je vais avoir le COOH. D'accord? Donc, pour ce qui est dans le plan, on a juste le changement miroir gauche-droite. Mais vous voyez que si je faisais une réflexion par rapport à ce miroir, j'aurais le CH3 au-dessus du plan et l'autre groupement juste en dessous, ce qui n'est pas le cas. On est inversé. D'accord? Voilà, donc ce sont bien deux énantiomères. Alors, en 1.3.1, on nous demande de donner l'origine des bandes d'absorption 1 et 2 du spectre infrarouge, document 1, en exploitant les données du document 2. Bon, ben donc là, il faut avoir sous les yeux les spectres et les données. Donc, qu'a-t-on? Nous avons que la bande numéro 1, elle est située autour de 1700 cm-1. Alors, autour de 1700 cm-1, ce qu'on attend, c'est un CO d'un acide carboxylique. C'est un C double liaison avec l'oxygène d'un acide carboxylique, d'accord? Et la bande numéro 2, qui est autour de 3000 cm-1, d'accord? Elle correspondrait à la liaison OH d'une fonction carboxyle, ainsi qu'aux liaisons CH type alcane, alcène ou cycle aromatique. Ok? Voilà. Donc, si je résume ça, c'est-à-dire que la bande 1, ce qu'on s'attend à voir là, autour de 1700 cm-1, c'est la liaison CO. Et la bande 2, qui se trouve plutôt, bon, elle est vraiment sur 3000, hein, 3000 cm-1, elle correspond d'une part à la vibration OH, d'accord, de l'hydroxyde dans l'acide carboxylique, de la fonction carboxyle, ainsi qu'aux liaisons CH. Donc c'est le OH et CH. CH des alcanes, alcane, alcène et compagnie, et le OH d'une fonction carboxyle. Voilà pour la question 1.3.1. Alors, qu'avons-nous encore en question suivante? Donc, en 1.3.2, on dit que sur la formule semi-développée de l'ibuprofène de la figure 4 de l'annexe, entourez le ou les atomes d'hydrogène associés au signal G du spectre RMN. Justifiez votre réponse à l'aide du document 4. Bon, et là, il faut donc avoir le document 4 en face des yeux. Voilà. Et le G, donc c'est un singulet, effectivement, qui est un déplacement de 12. Qui est un déplacement de 12 par rapport à la référence. Si vous regardez alors sur le document, un tel déplacement de 12, ça correspond essentiellement à un RCOOH. Donc ça correspond à un groupement carboxylique. Et donc c'est un singulet, d'accord? Car le proton qui est là, il est lié à un oxygène. Voilà, c'est celui-là que je suis en train de vous représenter maintenant. Voilà. Alors, dans la question 1.3.3, on demande de préciser pourquoi ce signal G est un signal singulier. Mais c'est un singulier car ce proton est lié à un oxygène, d'accord? Donc il n'a en fait aucun voisin. Ok? Donc singulier car ce proton H est lié à un oxygène. Ok? Donc dès qu'on est lié à un autre atome que le carbone, on est isolé en fait. Alors 1.3.4, que nous veut-on encore là? Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène de l'annexe, entourez le ou les atomes d'hydrogène associés au signal A du spectre RMN. Et le
signal A du spectre RMN, si vous allez voir, c'est un doublé. Bon, et donc pour voir ça, on va récupérer de nouveau la molécule. Donc c'est CH3, CH, CH3, CH2, qui relie elle-même un C double liaison avec un CH, CH, par en dessous avec CH, CH, doublé, là, C, CH, qui est finalement relié à un carboxyle, COOH, et ici, un groupement méthyle. Voilà. Donc, le groupement A qui est un doublé, à quoi peut-il être dû? Donc, ça c'est lié à des groupements qui ont un voisin carbone qui porte un seul hydrogène. Parce que par la règle du N plus 1, on va avoir 1 plus 1 égale 2. Ok. Donc je vois ici au moins deux groupes qui sont comme ça, et qui sont ces groupes-ci. Le groupe CH3 ici, d'accord, à cause du voisin CH là, et celui-là. Donc les protons du signal A n'ont qu'un voisin. Donc ça c'est déjà bien. Alors est-ce que ce sont les seuls à avoir qu'un seul voisin? Pas forcément, il y en a d'autres. Hein, on pourrait penser au H qu'il y a ici dans le petit cycle, mais ceux-là sont assez proches de double liaison. Or, dans le doublet A, on est très peu déplacé par rapport à la référence, on est déplacé que de 1, d'accord? Donc avec un déplacement chimique très faible, ils doivent être loin de tout atome électronégatif et de toute autre double liaison, ce qui est bien le cas de ces deux-là. Donc voilà, ça, c'est les deux groupements à l'origine du signal A. Voilà. Eh bien, ça termine cet exercice. Hein. Il avait l'air extraordinaire, mais en fin de compte, il est tout à fait faisable. Allez, j'espère que tout cela est clair, que vous avez bien suivi les explications et qu'avant cela, vous y êtes arrivé à faire quelque chose par vous-même. Et puis on se revoit dans l'exercice suivant, sans plus tarder. A tout de suite. Continuons donc nos exercices avec le 8 qui parle d'aspirine et de prévention cardiovasculaire. Donc le spectre RMN de la molécule d'aspirine. Première question. Recopier la formule de la molécule d'aspirine et identifier les deux groupes caractéristiques dans cette molécule. Les nommer. Sous-question 2. Deux carbones particuliers sont repérés par les lettres A et B dans la formule de la molécule d'aspirine reproduite ci-dessous. Expliquer pourquoi les atomes d'hydrogène liés au carbone A correspondent au singulet du spectre RMN de la molécule d'aspirine reproduit dans le document 2 ci-après. Justifier de même que le doublet de ce spectre RMN correspond à l'atome d'hydrogène lié au carbone B. Voilà. Donc le spectre RMN de la molécule d'aspirine est repris ici. On a un singulet là, et si on fait un zoom sur cette partie-là, on voit apparaître une série dont il y a un doublet et un triplet. Ok? Et bien voilà. Vous avez la question, vous avez votre papier, votre crayon, vous pouvez arrêter la vidéo et répondre. Et on se voit dès que vous avez fini. D'accord? Avec une correction ensemble. Corrigeons cet exercice. Donc, c'est l'analyse spectrale. Dans la question 8, c'est l'analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l'aspirine. Donc, l'aspirine, si je la représente, voilà, avec sur ce cycle aromatique les doubles liaisons qui sont comme ceci. J'ai ici, sur le côté gauche en bas, un groupement carboxylique. Ok, donc je l'entoure et je l'appelle, c'est un carboxyle. Et sur l'autre côté, c'est-à-dire là, j'ai un groupement au COCH3. D'accord? Ça, c'est un autre groupement un peu plus spécial, qui est ce qu'on appelle un ester.
Voilà, donc les groupes caractéristiques de la molécule d'aspirine sont d'une part un groupe carboxyle et d'autre part un groupe ester. C'est la réponse à la question 2.1.1. Alors, question 2.1.2 qui se référait à ces petits carbones A et B. Si je regarde les hydrogènes du carbone A, les hydrogènes du carbone A ne possèdent aucun voisin. D'accord? Ils produisent donc un singulier. Ok? Carbone A, pas de voisin. Donc, singulier. Ok. Qu'en est-il du carbone B? Alors, l'hydrogène porté par le carbone B, qui est là-bas sur le cycle, qu'a-t-il, lui? Alors, il ne possède qu'un seul voisin. Ok? Comme il ne possède qu'un seul voisin, eh bien, il aura la règle du 1 plus 1 qui va se produire, et donc c'est un doublé. Voilà, voilà. Alors, dans cette question 9, on va attaquer le mûrissement des pommes. Donc, lorsque des pommes mûrissent, leur membrane cellulaire s'oxyde, engendrant la dégradation des acides gras à longue chaîne qu'elles contiennent. Il en résulte la formation de deux molécules, A et B, représentées ci-dessous. Et voilà, A et B. Ces deux espèces chimiques dont les concentrations augmentent lors du mûrissement des pommes ont la propriété de masquer la saveur caractéristique du fruit non mûr. Les molécules A et B donc présentent des formules semi-développées suivantes. Données, voilà un petit paquet de données sur lesquelles vous pourrez vous arrêter. D'accord? Et les questions sont les suivantes. Mûrissement des pommes, propriété des molécules A et B. Donnez le nom de la fonction chimique présente dans les deux molécules A et B. Parmi les molécules A et B, l'une se nomme éthanoate. 2, 3, méthylbutyl. Laquelle? Justifiez. Question 3. Précisez la formule brute des composés A et B. En déduire par quelle relation les molécules sont liées. Quatrièmement, la molécule A présente-t-elle un ou des atomes asymétriques? Si oui, le ou les matérialisez sur votre copie à l'aide d'un astérisque. 1.5. Le composé B présente deux stéréoisomères B1 et B2 dessinés ci-dessous. Voici B1 et B2. Donnez le nom du type de stéréoisomère de configuration qui lie les composés B1 et B2. Justifié. Voilà, voilà. Donc, c'est tout bon, vous avez des questions. Il n'y a plus qu'à répondre. À tout à l'heure pour la réponse. Donc allons-y pour la résolution de l'exercice 9. Donc donnez le nom de la fonction chimique présente dans les deux molécules A et B. Ça c'est la première sous-question. Eh bien si vous regardez les deux, d'accord, les deux molécules A et B, vous avez un groupement alkyle COO et un autre groupement alkyle plus ou moins long. D'accord? Dans les deux cas, vous avez groupement alkyle, COO, groupement alkyle. Ok? Eh bien ça c'est typique de fonction ester. Donc la réponse à la question 1, c'est la 1.1, c'est une fonction ester qui est la présente. Ok. 1.2. Parmi les molécules A et B, l'une se nomme éthanoate de 3-méthylbutyl. Laquelle? Justifié. Alors, il s'agit de la molécule A. C'est la molécule A. Pourquoi? Pourquoi c'est la molécule A? Car le carbone de la fonction ester est lié à un autre carbone, et un seul, contrairement à la molécule B. Le nom de cette molécule commence donc par A. Alors, pour la question 1.3, précisez la formule brute des composés A et B, en déduire par quelle relation les molécules A et B sont liées.
Eh bien, pour déterminer une formule brute, il suffit de compter chacun des atomes présents en quelle quantité. Donc on va avoir ici qu'il y a 7 carbones, il va y avoir 14 hydrogènes et 2 oxygènes, d'accord? Et c'est pareil pour les deux molécules. Et donc, si deux molécules ont même formule brute, excusez-moi, voilà, pareil pour les deux molécules, donc si elles ont les mêmes formules brutes, c'est que ce sont des isomères. Donc A et B sont isomères. Voilà, voilà. Alors après, la molécule A présente-t-elle un ou des carbones asymétriques? Si oui, le ou les matérialisez sur votre copie à l'aide d'un astérisque. Alors, si on regarde bien ce qui se passe au niveau des molécules A et B, eh bien vous verrez qu'il n'y a pas de carbone asymétrique du tout. Ok? Non. Pas de carbone asymétrique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de carbone asymétrique sur ces molécules? Eh bien, parce qu'à chaque fois, vous avez les carbones représentés ne sont soit pas en géométrie tétraédrique, soit les 4 groupements qu'elles font ne sont pas 4 groupements différents. Et donc, il n'y a pas de carbone asymétrique. Question A5 alors. Le composé B présente deux stéréoisomères B1 et B2 qui sont dessinés là-dessous. Donnez le nom du type de stéréoisomère de configuration qui lie ces composés B1 et B2. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir que ces deux molécules sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont donc des énantiomères. Ok? Donc c'est des énantiomères. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien le plan? Oui? Alors regardez bien, il y a toutes les liaisons qui se font dans le plan, hein, c'est les traits pleins normaux. Vous voyez que l'essentiel de la molécule telle qu'elle est représentée est dans le plan. Et nous avons simplement pour la molécule B1 que le CH3, le groupement méthyle, est en avant du plan, tandis que le H est en arrière du plan. Et c'est le contraire pour la molécule B2. Donc le plan de symétrie qui fait l'effet miroir, d'accord, c'est le plan de la feuille. Et on a le H qui était en dessous en B1 qui passe au-dessus en B2, et inversement pour le groupement méthyle. D'accord? Donc ce sont bien des énantiomères. Voilà, voilà. Et avec ça, on a fini pour l'exercice 9. Allez, à bientôt pour le suivant qui sera donc, et oui, 9 plus 1, 10. À tout de suite. Alors, cet exercice concerne l'estérification. Donc c'est aussi un morceau d'un exercice bac, là, dont j'ai simplement extrait l'essentiel qui nous intéresse ici. Donc l'analyse par spectroscopie RMN du proton d'un échantillon préparé selon le protocole précédent, dont je ne vous parle pas ici, permet d'accéder à sa formule développée. En analysant l'environnement chimique de chaque groupe de protons équivalents de la molécule, indiquer la multiplicité des signaux provenant des atomes d'hydrogène portés par les différents atomes de carbone. Donc voici la formule semi-développée de l'éthanoate de butyle, et il s'agit maintenant de déterminer donc la multiplicité des signaux qu'on va trouver dans le spectre RMN. Voilà, c'est à vous de jouer. A tout de suite pour la réponse. Ok, donc voici la résolution de cet exercice 10. Donc on a tout d'abord le carbone 1. Le carbone 1, donc il y a trois protons qui n'ont pas de voisin, essentiellement. Par contre, ce carbone 1 n'ayant pas de voisin, ok, va être un singulé, mais ce carbone est accroché à un carbone qui a une double liaison avec l'oxygène et une simple liaison avec un autre oxygène. Donc il y a des éléments de doublé et des éléments électronégatifs. D'accord? Donc le singulé qui sera caractérisé par le groupement 1 sera un peu déplacé. Ok? Donc voilà, donc on l'attendra ici. Carbone 1, on attendra un singulé un peu plus déplacé que la normale,
par rapport à la référence. Donc autour de 2 ppm, disons. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le groupement 2, si on regarde ce qui se passe avec le carbone en 2, on a là un groupement où d'un côté, on est lié à un CH2, d'accord? Donc on s'attend là à un triplet. Mais ce triplet, comme le carbone, il est lié de l'autre côté à un oxygène, qui est un groupement très électronégatif, lui-même lié à un carbone et une double liaison avec le O, va être tel, ce groupement 2, ce triplet, qui va être beaucoup plus déplacé que le précédent dont on a discuté par rapport à la référence. Donc pour ce carbone 2, on s'attend donc à un triplet, puisqu'il a des premiers voisins avec 2 hydrogènes fixés au carbone voisin. Ok. Beaucoup plus déplacé parce qu'il est fixé à un oxygène électronégatif, lui-même fixé à un CO, double liaison, donc on va l'attendre plus loin, genre 4 ppm. Enfin après, les autres CH2 sont indiscernables essentiellement, le CH2, le 3 et le 4 sont pareils, et on peut s'attendre aussi pour le carbone, le groupement numéro 5, on peut s'attendre là à un triplet, d'accord, puisqu'il est à côté. Il y a un carbone voisin, le C, qui porte 2 hydrogènes, donc on s'attend à un triplet. Et celui-là, il est très normal, on a envie de dire. Ce CH3 en bout de chaîne, c'est un CH3 standard, donc très peu déplacé par rapport à la référence, donc on l'attendra plutôt à 1,5 ppm. Voilà. Donc voilà à quoi s'attendre en fonction de l'environnement chimique de chacun des groupes de protons équivalents de la molécule. Ok ? J'espère que c'est clair. Et puis on se voit alors pour l'exercice 11 qui sera le dernier exercice de ce module. À bientôt. Alors nous voici avec l'exercice 11 à la recherche des molécules de la vie, qui est le dernier exercice de ce module. Donc un petit peu de courage et vous êtes au bout. D'accord? Donc nous avons ici quelques documents explicatifs. D'accord? Document 1, l'origine des molécules prébiotiques, blablabla. Document 2, ce genre de molécules organiques avait été découvert dans la météorite, Donc exercice de type bac, des documents à lire pour savoir où sont les informations. Document 3, entre les étoiles, l'espace est extraordinairement froid, blablabla. Parmi les acides aminés identifiés dans la météorite de Murchison se trouve la leucine, abréviation LE, et l'isoleucine, abréviation LE, ainsi, dont les formules semi-développées sont données ci-dessous. Voilà la leucine et l'isoleucine. Ok? Le paquet de questions arrive maintenant pour la partie qui nous intéresse, la partie 2, identification des molécules. J'ai enlevé le reste qui ne tenait pas dans la thématique de ce module. Donc, de 1 jusque là, eh bien, on a toute une série de questions à laquelle il vous faut maintenant répondre. D'accord? Voilà, donc en patrouillant dans la vidéo, c'est-à-dire en vous arrêtant en avant, en arrière pour bien lire tous les documents, eh bien, vous êtes maintenant à même de répondre. Ok? Voilà, donc je vous laisse faire et on se voit tout de suite après pour la résolution. À bientôt! Alors allons-y pour la correction de ce 11. Donc identification des molécules de 1. On veut différencier la leucine de l'isoleucine par une technique d'identification appropriée. 2.1.1. Écrire la formule topologique de la leucine. Alors, la formule topologique de la leucine, c'est ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que ça correspond? Là, j'ai un groupement. Là, j'ai un autre groupement qui est le NH2. D'accord? Celui que j'ai pas dessiné, c'est bien sûr un CH3. Ok? Ici, j'ai une double liaison avec l'oxygène. Et enfin, ici, j'ai un groupe hydroxyle. Voilà la formule topologique de la leucine. Formule topologique leucine. Ça, c'est la sous-question 1.1. Alors, pour la 1.2. Quelle relation lie les deux molécules, donc la leucine et l'isoleucine?
Eh bien, si on regarde bien la leucine et l'isoleucine, ces deux molécules possèdent la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Ce sont donc des isomères. D'accord ? Ce sont des isomères qu'on appelle aussi des isomères de chaîne. Alors, question 2.2, donc on passe à la série 2. Trois techniques simples d'identification de molécules peuvent être envisagées en chimie organique. La spectroscopie de masse citée dans le document 2, qui sépare les entités chimiques en fonction de leur masse et qui identifie ces masses, la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Laquelle ou lesquelles de ces trois techniques peuvent être choisies pour différencier les molécules de leucine et d'isoleucine. On expliquera pourquoi l'une ou l'autre des techniques n'est ou ne sont pas adaptées à cette différenciation. Alors, la réponse à ça est relativement simple, de 2. En effet, la spectroscopie de masse n'est pas adaptée. Les deux molécules ont la même masse molaire. La spectroscopie infrarouge n'est pas adaptée non plus. Les deux molécules possèdent les mêmes fonctions chimiques. Celle qui reste, c'est donc la spectroscopie de RMN, qui est une bonne méthode, parce qu'elle fournit un spectre différent selon la structure de la molécule. En effet, les atomes d'hydrogène apparaissent différemment selon leur environnement dans la molécule. Voilà, donc on a donné les arguments pour et contre. Donc en finale, c'est la RMN qui sera appropriée. Continuons donc avec la question 2.3. Donc on nous dit que les spectres de RMN des deux molécules sont réalisés en ajoutant un peu d'eau lourde à l'échantillon. On appelle eau lourde l'eau deutérée, 2D2O. L'objectif de cet ajout est de permettre le remplacement des protons acides par des atomes de deutérium, c'est-à-dire les protons des groupes COH et NH2. Le deutérium ne provoquant aucun signal en RMN du proton, la conséquence de cet ajout est de faire disparaître les signaux dus aux protons des groupes COH et NH2. Bon, c'est intéressant ça. Alors, l'un de ces deux spectres est donné donc ci-dessous et comporte un doublet de déplacement chimique delta égale 0,9 ppm intégrant pour 6H, un multiplet non résolu de déplacement chimique delta égale 1,5 ppm intégrant pour 1H, un triplet de déplacement chimique delta est égal à 1,6 ppm intégrant pour 2H, et enfin un triplet de déplacement chimique de delta est égal à 3,4 ppm intégrant pour un H. Voilà, la question est, est-ce que ce spectre est celui de la leucine ou de l'isoleucine? Justifiez la réponse par au moins deux arguments. Alors, avant de répondre à ça, on va représenter les molécules de nouveau. Donc on a la molécule de leucine qui est une molécule de ce type-ci. Donc il y a un CH3 relié à un CH avec un autre CH3 juste par-dessus là. J'ai un CH2, un CH qui est relié à un NH2 qui lui-même va être relié à un groupe carboxylique, COOH. Voilà pour la leucine. Et si je regarde l'isoleucine, c'est un CH3, CH2, CH, avec un groupement CH3 ci-dessus, relié à un CH NH2, et ce CH est lui-même relié de nouveau à un carboxyle. Donc ça c'est l'isoleucine. Donc comme on le voit, il n'y a pas grande différence entre les deux molécules, c'est assez subtil. Alors, sur ces représentations, remarquons que le fait d'ajouter de l'eau lourde, afin de ne produire aucun signal RMN du proton pour les COH et le NH2, ça transformait en fait les groupements ici COH en COOD, là aussi, d'accord, et NH2 en ND2, de sorte que ces groupes ne soient pas perçus sur les spectres RMN. Bon, eh bien le spectre que nous voyons, il possède 4 signaux. Si je considère la molécule de leucine, je vois effectivement ici, je vois deux CH3 qui sont là,
d'accord, qui sont très semblables, donc qui donneront lieu à un signal. Un groupement CH ici qui va donner un deuxième signal. Un troisième là qui va donner un troisième signal. Et un groupement CH là qui en donne 4. Donc le spectre pourrait être celui de la leucine. Est-ce que ça pourrait être aussi celui de l'isoleucine? Là j'ai un CH3, donc un groupement, deux groupements, trois groupements, quatre groupements et 5 groupements. Alors à la différence de la leucine, les CH3 qui sont là et là, d'accord, donc celui-ci et celui-là ne sont pas pareils. Ok, ils n'ont pas le même environnement chimique. Donc les signaux qu'ils génèrent ne seront pas au même endroit dans le spectre. Ok, donc a priori, le spectre que l'on voit là ne devrait pas être celui de l'isoleucine, parce que l'isoleucine donnerait naissance à 5 signaux, tandis que la leucine elle-même donnerait naissance seulement à 4 signaux. Ceci étant dû au fait que donc les CH3 ici sont absolument semblables, tandis que les deux là, ici et là, ne le sont pas. Alors pour continuer les choses, je vais numéroter les différents groupements sur la leucine. Donc voilà ce que je vais appeler 1, le 2, le 3 est ici, le 4 est là, et le 5 ici. Voilà, 5 groupements que je vais considérer maintenant pour essayer de continuer l'interprétation du spectre. Donc ce qu'on a, c'est un doublet intégrant pour 6H, nous dit-on, à 0,09 ppm. Et bien là, ça veut donc dire, puisque c'est un doublet, c'est que ce sont des atomes d'hydrogène qui sont voisins d'un carbone ayant un seul groupement H autour. Et ça, c'est typique des groupements 1 et 2. Donc 1 et 2 sont tels qu'effectivement, il y a 6 atomes d'hydrogène là qui sont équivalents avec un seul H voisin. Donc 1 et 2 ont bien 6 atomes d'H voisins avec un H. Ok. Alors, un multiplet non résolu de déplacement chimique delta égale 1,5 ppm intégrant pour un H. Bon, si c'est un multiplet intégrant pour un H, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome d'hydrogène, d'accord? Mais qu'il y a de nombreux voisins. Bah donc, ce qui représente le mieux ça, c'est le groupement 3. Le groupement 3, effectivement, ne possède qu'un atome d'hydrogène, d'accord, ayant de nombreux H voisins. Et en particulier, 6 ou 8 H voisins au moins. Ok, ayant beaucoup d'H voisins. Voilà, ça c'est le groupement 3. Si je continue l'interprétation, donc on doit avoir un triplet de déplacement chimique de 1,6 ppm intégrant pour 2H. Donc si on intègre pour 2H, ça veut dire que c'est 2 atomes d'H équivalents ayant 2 H voisins, puisque c'est des triplets. Alors, celui qui représente le mieux cela, ce sera le groupement 4. D'accord ? Le groupement 4 a bien des voisins qui sont des carbones ne portant qu'un seul H, et lui-même en a 2. Donc on a 2 atomes d'H pour le groupement 4, 2 atomes d'H équivalents, ayant 2 H voisins. Voilà. Alors après, il nous reste un triplet de déplacement chimique de 3,4 ppm intégrant pour un H. Alors un triplet qui intègre pour un H, ça veut dire que c'est un atome d'hydrogène, différent des précédents, mais qui a 2 atomes d'H voisins. Ok, celui-là ne peut être que le groupement 5. Le groupement 5 a bien un atome d'H ayant 2 H voisins. Et donc, ayant 2 H voisins, ça veut dire que c'est un triplet. D'accord ? Et il intègre pour un H. Alors, son déplacement à ce dernier est beaucoup plus grand. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il est relié par la droite à un groupe COD, c'est-à-dire qu'il est relié à un groupe qui comporte une double liaison et des eaux qui sont très électronégatifs. Donc on appellera ça un déblindage,
qui est plus important à cause de la proximité des atomes électronégatifs O et même de N. Il y a le N qui est accroché aussi là. Et donc, en conclusion de tout ça, bien, le spectre qui est montré, c'est le spectre de la leucine. Voilà, j'espère que vous êtes bien convaincus, si ce n'est que vous l'ayez fait par vous-même déjà précédemment. Voilà, et donc avec ce 11e exercice, nous finissons la série des exercices de ce module. J'espère que tout ça vous a bien plu, que vous avez tout compris, que vous maîtrisez. Et donc on se verra pour un prochain module de physique, très bientôt, avec vous toujours bien motivé, avec la pêche pour aller jusqu'au bout. Allez, à très bientôt. Au revoir.